Mes chers collègues, comme président de la Commission des affaires sociales, il me revient de procéder au même constat qu'en première lecture en octobre dernier, à l'issue de nos 15 heures de débat en nouvelle lecture la semaine dernière. Un fait est là, la Commission n'est pas parvenue à adopter un texte. Elle a rejeté ou supprimé successivement l'article liminaire, puis les 3 parties qui la composent. Au-delà de ce constat apparemment frustrant et décevant, je me dois néanmoins d'abord de saluer le travail que nous avons accompli dans d'excellentes conditions en commission, grâce notamment aux rapporteurs, et à commencer par notre nouveau rapporteur général, Thibault Bazin, qui, bien qu'il n'ait eu que quelques jours pour investir ses fonctions, l'a fait de manière consciencieuse et a apporté beaucoup de précision à nos échanges. Nous voici maintenant en séance dans une situation pour le moins inédite, comme l'a rappelé à l'instant le rapporteur, voire surréaliste. La version issue d'une CMP pourtant conclusive de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, ayant volé en éclats avec l'adoption d'une motion de censure, nous sommes face à un texte issu des travaux du Sénat, marqué par des arbitrages d'un précédent gouvernement, mais que nous n'allons pas beaucoup discuter ici. Il y a cependant une certitude que nous devons avoir tous en tête, il est urgent de donner un budget à la sécurité sociale. Face à cet enjeu, nous sommes tous face à un choix de responsabilité. Soit prendre le risque du chaos avec l'adoption d'une nouvelle censure et d'une absence de budget, soit se satisfaire d'un texte budgétaire, même s'il est en demi-teinte, même si sur le fond, il ne satisfera pas vraiment beaucoup de monde, mais qui au moins est débarrassé de l'essentiel de ses irritants. Un budget de la sécurité sociale qui finalement n'a qu'une vertu, celui d'exister et de permettre à nos hôpitaux et nos établissements de santé et médico-sociaux de fonctionner avec des moyens en hausse, aux retraites de nos agriculteurs d'être versées selon des critères nouveaux et attendus par la profession, à la fiscalité comportementale d'être plus efficace. Bref, j'arrêterai là une énumération qui pourrait être bien plus longue. Pour ma part, je suis satisfait que le gouvernement ait écouté ce que beaucoup d'entre nous disions et se soit engagé à faire disparaître des propositions qui étaient malvenues. Je veux citer l'augmentation du ticket modérateur, véritable coup de canif à notre modèle universel. Je veux citer la réduction trop massive des exonérations de cotisations sociales au moment où la situation se tend sur le marché de l'emploi. Je veux citer encore la mise en place des 7 heures de travail non rémunérées. Si aucun sujet n'est tabou en la matière, lorsqu'il s'agit de réfléchir au financement de la sécurité sociale, ce type de proposition mérite néanmoins des concertations préalables avec les partenaires sociaux qui avaient manqué. Il faut maintenant tourner la page de cette séquence compliquée, de cette séquence conflictuelle, de cette séquence insuffisamment fructueuse et très en deçà des responsabilités qui sont les nôtres aux yeux des Français. Il est maintenant grand temps que nous nous saisissions des nombreux défis auxquels notre protection sociale est confrontée. Alors, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, poursuivons le travail que vous avez entamé de recherche de consensus et préparons d'ores et déjà le projet de loi de financement pour la sécurité sociale pour 2026. Je sais que c'est votre intention, Monsieur le Premier ministre, mais essayons de nous y atteler véritablement. Pour pérenniser notre système social auquel sont tant attachés les Français, il nous faudra en effet à la fois lancer des réformes structurelles, changer les outils de pilotage qui sont les nôtres et faire de la maîtrise du déficit un impératif majeur. Les réformes structurelles, elles sont connues. Il faut maintenant s'y atteler vraiment, je le disais, qu'il s'agisse de la crise du financement de l'hôpital, de l'amélioration de l'accès aux soins, de la pérennité de notre système de retraite ou du financement du grand âge. Sur tous ces sujets et sur tant d'autres encore, arrêtons les tergiversations et attaquons-nous aux réformes tant promises et tant attendues. Concernant les outils de pilotage de nos dépenses sociales et de santé, il faudra innover. Ainsi, l'ONDAM, avec sa logique d'enveloppe fermée et ses rigidités qui ne favorisent pas les coopérations entre le public et le privé, est à la fois infantilisant et insatisfaisant. Il n'est manifestement plus adapté. Au-delà, nous sentons bien que les lois de financement de la sécurité sociale ne permettent pas de traiter au fond les enjeux cruciaux, que ce soit en matière de santé, de retraite, d'autonomie ou de famille. Pour le système de santé, où les redondances suscitent jusqu'à 20% de dépenses inutiles, il faudra une loi de programmation annuelle des dépenses, seul outil qui apportera la lisibilité nécessaire aux acteurs publics comme privés, ainsi que la confiance que nous leur devons. Je conclurai sur la vigilance extrême qui doit rester de mise à l'égard du déficit des comptes sociaux, et pas seulement parce que les régimes sociaux n'ont pas vocation à être durablement déséquilibrés. Aujourd'hui s'annonce un déficit prévisionnel pour 2025 entre 23 et 25 milliards d'euros. Jamais, depuis 15 ans, les comptes de la sécurité sociale n'ont connu un tel niveau de déficit, à l'exception de l'année 2020, année du pic de la pandémie. Cela doit nous alerter sur l'urgence de nous attaquer aux réformes de structure. Les déficits et la dette mettent en danger
protéger le bien commun que nous a légué le Conseil national de la résistance, mais aussi la souveraineté financière de notre pays. Nombreux sont donc les chantiers d'ampleur qui nous attendent, mais la perspective de cette œuvre collective est exaltante. Et dans ce collectif, il faudra bien sûr compter sur notre commission. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président.